Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Cette semaine, nous allons à la rencontre de Cathy Bellefleur, professeure adjointe en droit civil à la Faculté de droit de l'Université Laval depuis l'automne 2023 et titulaire de la chaire de leadership en enseignement René Dussault sur l'inclusion des traditions autochtones dans les programmes de formation en droit. Cathy Bellefleur est originaire de la communauté Innu de Nutashquan. Sa thèse de doctorat, soutenue à la Faculté de droit de l'Université McGill, s'intitule « La notion de propriété comme lieu de rencontre, étude comparative de la tradition Innu et du droit civil québécois ». Cette recherche, que Cathy Bellefleur continue d'approfondir, vise à tisser des ponts conceptuels entre la tradition juridique Innu et le droit civil. Son approche se fonde sur le dialogue entre les différentes conceptions du droit dans une perspective respectueuse de la cohérence interne de chacune. Originale et créative, la démarche de Cathy Bellefleur utilise la force de l'image en appui à ses propos, ce qui constitue une première dans la recherche juridique au Québec. Pour l'excellence de ses travaux, notre invité a remporté la prestigieuse Bourse d'études supérieures du Canada, Joseph Armand-Bombardier du Conseil de recherche en sciences humaines. Au micro de Mathieu Lavigne, Cathy Bellefleur évoque notamment son parcours académique, nous explique comment la notion de propriété est conçue en milieu Innu et souligne l'importance d'intégrer les traditions autochtones au programme de formation en droit. Professeur Cathy Bellefleur, Koué. Tchinishkimitin de nous recevoir dans votre bureau à l'Université Laval. Magnifique bureau, chaleureux. Oui, merci. Cathy, vous avez grandi sur la basse Côte-Nord. Hein, votre père est Innu de Nutashquan. Votre mère est alloctone et originaire de Charlevoix. Oui. Vous avez d'abord fréquenté l'école primaire à Nutashquan, ensuite des établissements scolaires à l'extérieur de la communauté. Et rapidement, vous avez développé un vif intérêt pour les études. Comment est-ce que vous expliquez cet attrait pour le savoir, pour les livres, les connaissances? Je dirais que c'est une ambition, en fait, que j'ai attrapée vraiment très jeune, peut-être même avant même de pouvoir envisager est-ce que je vais à l'université, est-ce que je vais au cégep. Quand je dis très jeune, c'était quand j'étais petite, je dirais même première année, deuxième année. Puis je m'explique, parce que ça peut avoir l'air un peu bon. Mais en fait, c'est parce que ma mère, lorsque j'étais en première année, en famille, on a quitté la communauté pendant 1 an parce que ma mère voulait suivre des cours afin d'obtenir véritablement son baccalauréat en enseignement primaire. Puis elle avait, c'est ça, donc elle avait un diplôme, un brevet, donc elle voulait aller chercher l'équivalent véritablement d'un baccalauréat. Et elle est venue le faire à l'Université Laval. Ah. Puis pendant cette année-là, ça a été une parenthèse dans mon parcours préscolaire. Oui, effectivement, j'ai fait l'entièreté à Nutashquan. L'école s'appelle Wawitchitun. Mais j'ai fait ma première année à l'école Anne Hébert à Québec. Puis ma mère, c'est ça. Donc, j'ai suivi ma première année à la base ici à Québec, mais on est retourné après quand moi, j'étais en deuxième année. Puis là, c'est là que j'ai continué mon parcours sur la communauté. Puis, ma mère avait apporté de ses études des annuaires de l'Université Laval, de programmes. Puis moi, aussitôt que j'ai pu, en fait... mettre la main dessus, mais en fait, j'allais carrément les chercher dans sa bibliothèque. Je les feuilletais, puis je regardais, c'est quoi? Puis je posais des questions à ma mère. C'est quoi le 2e cycle? C'est quoi le 3e cycle? C'est quoi faire un doctorat? Puis ma mère a dit, le doctorat, en fait, c'est commence par faire un bac, ensuite on parlera de doctorat. Puis je disais, OK, mais c'est quoi la plus haute formation que je peux avoir à l'université
Elle dit, ben, pas mal un doctorat, là. Je dis, OK, je vais faire un doctorat dans ce cas-là. Puis, c'est parti de ça, je dirais, mon espèce d'obsession, de passion pour les études, les livres. C'était le doctorat, la perspective même, je dirais, de revenir à l'université, parce que, retournons, lorsqu'on était à Québec, quand j'étais en première année, l'environnement académique a comme un peu marqué mon esprit à l'époque, parce que parfois ma mère... Et le campus, exact. Ma mère, des fois, elle n'avait pas tout le temps des gardiennes. Puis je me souviens d'une fois, ça m'a marqué, puis ça m'a suivi. Elle m'a emmenée alors qu'elle avait un examen à faire. Puis elle était OK, Cathy, là, il ne faut pas que tu fasses de bruit. Puis moi, je dis OK, pas de problème. Puis pendant qu'elle faisait son examen, j'étais comme chut, puis je faisais du bricolage. Puis je me souviens que ça m'avait juste fascinée, comme le fait d'être dans le milieu universitaire. Tu sais, je voyais ça grand, je voyais ça gros, je voyais ça impressionnant. Tu sais, je voyais des grandes personnes. J'ai porté avec moi cette image-là, puis ça m'a un peu, je dirais, donné le fil conducteur après coup. Je OK, je sais pas comment je vais faire, mais je vais revenir. Je vais revenir. Il faut dire que le campus Université Laval est impressionnant, ça. C'est vrai. Et donc, bon, déjà un goût pour les études supérieures, déjà un appel pour le doctorat. Mais pourquoi le droit plus qu'une autre discipline? C'est une excellente question. Le droit a d'abord été un défi personnel parce que on m'a jamais nécessairement considérée comme une étudiante forte. Mais j'avais la cotère pour entrer en droit quand est venu le temps pour faire ma demande d'admission. Puis là, je me suis dit, ben, you know what? I'm going to try it. Je vais juste, pourquoi pas? Pourquoi moi, je peux pas aller en droit? Donc, j'ai dit, OK, je vais y aller. Puis, ben, ça a fonctionné. Tu sais, j'ai eu une offre d'admission. Félicitations. Nous avons le plaisir de faire une offre d'admission au baccalauréat en droit. Oh mon Dieu! Puis là, je disais, OK, let's go in. On peut reculer, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a dû vous donner un élan de recevoir cette réponse-là. Ça a été, je dirais, vraiment extraordinaire. Je l'ai pris comme vraiment une victoire. C'est un pied de nez à ceux qui doutaient avant aussi. Oui. Puis en même temps, ça, c'est très Innu, j'ai envie de dire, comme de juste, OK, on va les laisser parler. Moi, j'ai rien à dire. Je ne m'engagerai pas dans une discussion avec des personnes qui me donnent déjà perdant d'avant. Je vais juste faire. Puis de juste se concentrer sur son chemin. Puis, OK, Puis le droit au début, mais là, je ne veux pas non plus me dépeindre comme quelqu'un qui a tout de suite tout pigé du premier coup. Je dirais que ma première session a été une bonne mise à niveau, mais en même temps, c'était pas nécessairement casse-gueule, parce que pour une raison que je m'explique pas, j'étais forte en droit des obligations. Je comprends pas. Puis j'étais moins forte dans d'autres matières, mais ça, c'est normal. Puis, tu sais, la première année, ça a été une acclimatation. OK, qu'est-ce qu'on attend de moi? C'est quoi, en fait? Qu'est-ce que j'étudie? C'est quoi l'objectif de ces études-là? Il n'y avait pas de bureau des premiers peuples à l'époque. Il n'y avait pas de... Bon, maintenant, là, dans plusieurs établissements d'études supérieures, il y a des facilitateurs à la vie étudiante autochtone. Il n'y avait pas ça à l'époque. Là. Non. Puis même, j'aurais envie de dire qu'à mon époque, toute la thématique, les réalités autochtones en tant qu'étudiant, c'était même pas considéré comme étant une problématique. Et d'ailleurs, la représentation des Autochtones, encore moins, on n'en parlait pas. Le fait d'être autochtone, moi, encore là, c'est à mon époque et de mon expérience, j'étais très prudente à qui je disais que j'étais membre d'une Première Nation, non pas parce que je voulais le cacher puis que je n'étais pas fière, au contraire, mais plus par mesure de protection. Parce que souvent, lorsque je disais que j'étais membre d'une Première Nation, bien que c'était mécompris, puis ça venait également avec un espèce de préjugé à mon égard, notamment quant à mes performances académiques, notamment quant votre potentiel, mon potentiel, puis même sur des choses aujourd'hui qui ne passeraient plus, là. Puis d'ailleurs, mon père, quand j'étais très jeune, à un moment donné, quand on était à Québec, quand j'étais en première année, puis ça peut être intéressant de le noter, c'était durant la crise d'Oka. Puis donc,
Le discours ambiant. Ça m'a marqué. Même quand je comprenais pas ce qui se passait, mais je me souviens de la haine de certains professeurs qui m'ignoraient, puis que moi, je comprenais pas pourquoi. Puis mon père, à un moment donné, il était venu me reconduire à l'école. Il m'a dit « Dis pas que t'es Innu, Cathy, et ils comprendront pas. » C'est ça, ils ne comprendront pas que c'est différent. Innu et Mohawk, et que c'est différent. Il y a différentes nations, on n'a pas la même histoire. C'est ça, là. Puis le fait de ne pas avoir, mon Dieu, le bureau des premiers peuples, on en était bien loin à mon époque quand j'ai commencé le bac en droit, mais je dirais néanmoins que malgré tout, j'ai eu, humainement parlant, comme une belle expérience à l'Université Laval. Comme le personnel, la gestion des études était vraiment avenant. D'ailleurs, j'ai une bonne mémoire, je me souviens. Puis même quand j'ai été embauchée ici, il y a certains membres du personnel administratif qui disaient « Ah, ben, je me souviens de toi, ouais. Là, tu travaillais pour tel professeur. Ouais. » Ah oui. Puis, vous reveniez à la maison, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis je me suis effacée, je dirais, dans mon identité par protection, puis pour essayer de mieux fitter. Puis après coup, maintenant que je regarde, j'assume totalement mon cheminement, mais c'est comme si pendant ce moment de mon parcours au baccalauréat, puis dans la continuité durant ma maîtrise, je me suis privée, je dirais, comme d'un background, d'un savoir, puis de force culturelle, de force de la tradition Innu qui m'ont aidée, puis je dirais même carrément sauver la mise dans le cadre de mon doctorat. Ben, c'est ça, parce qu'en entrevue, vous dites qu'au doctorat, vous avez des mentors qui vous ont aidé à prendre conscience que c'était une richesse. Absolument. Ce bagage multiple, ce bagage culturel, cette diversité-là, autrement dit. Absolument. Ça a été confrontant d'arriver à McGill, mais ça a été une bonne confrontation parce que quand je suis arrivée à la maîtrise, là, de manière presque obsessive, je voulais absolument fitter dans la boîte du juriste carré, qui est rationnel, qui réfléchit. Puis, tu sais, j'ai performé à la maîtrise, mais on me renvoyait quand même, puis ça, c'était juste pour l'humour, un de mes conseillers sur la maîtrise disait « Ah, mais Cathy, c'est pas régulier ce que tu fais, ta pensée est pas exactement... Vous étiez dans... déjà, la créativité n'était pas trop valorisée. Exact. Déjà, on voyait, j'avais des tendances créatives que j'essayais de contenir, mais à McGill, ça a été complètement différent. Là, c'était... dans mes premiers cours de séminaires doctoraux sur le droit, là, ça a été une complète déconstruction. Puis le professeur nous invitait d'ailleurs à faire ce qu'il appelle une archéologie de nos propres biais par rapport au droit, nos préconçus. Puis l'exercice a été comme un coup de baseball dans plein de figures, je dirais, au niveau théorique, parce que j'ai réalisé, en fait, que j'essayais de moi me cadrer pour un phénomène, le droit, le phénomène normatif, qui en fait est un outil. Puis qui, au final, le droit, c'est quelque chose qui change et qui doit s'adapter à la société. C'est pas nous qui devons souffrir comme dans des mauvaises chaussures, trop coincées. Ça reste un outil. Ouais. Ça. Puis par le fait même, ça a eu comme... je dirais que ça a éclaté mes ornières parce que ça, j'avais également en fait, c'est des mentors, là, les membres de mon comité doctoral à McGill. Je pense qu'ils ont carrément changé le cours de mon parcours. Ils m'ont ouvert des ornières. J'en avais une, Kirsten, d'ailleurs, c'est une amie, puis je l'adore. Elle m'avait dit, Cathy, tu sais, je comprends que tu veux te cadrer en droit civil, mais les normativités autochtones, c'est plus que ça. Puis elles ont leur place. Puis j'ai une autre mentor que j'adore, que mon Dieu, je suis comme sa fan numéro 1, Shona. À un moment donné, elle m'avait pris, puis elle m'a fait un pep talk. Puis elle était là, Cathy, il faut que vous ayez confiance en vos capacités de leader, plus que ça. Et l'ensemble des commentaires, c'était « mobilise ton savoir, mobilise qui tu es ».
mobilise ta tradition. C'est ça qui fait ta richesse, ton empreinte. Puis cette empreinte-là, elle a le droit, en fait, d'exister. Puis même qu'elle peut influencer positivement le droit, les normativités. Puis ça a été un cheminement, là, la minute où j'ai compris que le droit, c'est un outil, puis que les normativités autochtones, elles existent, puis non seulement elles ont le droit d'exister, mais qu'elles sont riches, puis qu'on a besoin de leur sagesse. Ça, là, ça a été comme un game changer. Ma thèse a comme pris son envol. Là, j'étais partie avec mon appareil photographique pour montrer le territoire. Ça, puis, Ben, c'est ça, là, vous pouviez... Votre terrain de jeu s'est élargi. Absolument. Confluent, avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Cathy Bellefleur, vous êtes une spécialiste du droit des biens et de la propriété. Et vous travaillez notamment sur la conception Innu de la propriété. On va parler un peu plus tard aussi du dialogue qui peut se faire autour de ça. Mais qu'est-ce qui caractérise l'approche Innu de la propriété? Mais en fait, pour répondre à votre question, il faudrait d'abord que je vous dise pourquoi est-ce que j'ai choisi la notion de propriété. Parce que dans la littérature qui est produite en droit des Autochtones ou en droit autochtone, ou bien même la littérature de certains penseurs universitaires autochtones, souvent ils vont voir la propriété et dire cette notion, elle est incompatible fondamentalement avec les approches autochtones de la terre, du territoire, de la nature. Ceci étant dit, là où moi j'arrive avec le choix de la propriété, je fais écho aux travaux d'un penseur australien qui est John Page, qui lui va dire que on a tendance en droit à voir la propriété, de l'assimiler au droit de propriété. Puis en droit civil, on fait la même chose. Le droit de propriété, c'est en fait, de ce que je comprends, des critiques qui sont formulées par ces penseurs universitaires autochtones. C'est contre le droit de propriété, en fait, qu'on dirige, parce que le droit de propriété, effectivement, il est individualiste. Le droit de propriété, fondamentalement, c'est quoi? C'est le droit d'exclure les autres de l'usage, de bénéficier des services, entre guillemets, puis là, c'est un petit peu du jargon juridique, là, mais de bénéficier des services d'un objet, d'un bien. Parce qu'un bien, qu'est-ce que c'est? Un bien, c'est quelque chose qui circule dans l'économie, à ne pas confondre avec une chose qui n'a pas de valeur économique, qui n'a pas la valeur du bien. Bref, bon, là, je m'emballe un peu, là, c'est la prof de droit des biens qui arrive, là, mais... tout ça pour dire que la propriété et droit de propriété, moi, je propose de ramener, en fait, la propriété comme une notion qui chapeaute. Puis, dans le cadre de ma thèse, j'ai développé une définition de la propriété afin de bien marquer la différence avec le droit de propriété. La propriété, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est la manière, en fait, dont une société va aménager ses rapports avec le monde extérieur, avec les objets du monde extérieur. Puis, lorsque je dis que toutes les traditions juridiques ont une propriété, je désigne que le droit civil et la common law vont avoir leur propre manière d'aménager ce rapport. Pour les traditions juridiques autochtones, le fait de dire, de se réapproprier la propriété, c'est un statement parce qu'on dit, nous aussi, on a un rapport à la terre, au territoire, aux objets. On a une manière d'aménager cet accès entre nous et entre la coexistence avec la nature, les éléments, le vivant, animé, inanimé. Puis, c'est une propriété. Moi, c'est ce que je postule. C'est comme c'est de dire, bien, nous aussi, on a une propriété. Puis, c'est comme c'est une réaffirmation, comme, j'ai envie de dire, un empowerment. C'est comme, ah ouais, tu sais, vous pensez qu'on n'a pas de propriété. Ben non, on en a une. Puis, même que celle-ci, elle est complète. Elle a tenu le coup pendant des centaines, milliers d'années. Puis, c'est pour ça, pour moi, que c'est important de passer par la propriété. Puis si je reviens à la question, je dirais que les caractéristiques d'une propriété Innu,
Ben, c'est d'une part, elle est collective. Elle n'est pas affaire d'appropriation personnelle parce que c'était pas dans l'intérêt, je dirais, du groupe et des individus de s'approprier les choses parce que dans le contexte traditionnel, dans le contexte de survie, c'était mortifère, en fait, de procéder ainsi parce que le fait d'interdire d'accès à un certain territoire qui est sillonné par les membres de la communauté, eh bien, ça peut signifier la mort dans certains cas. Puis d'ailleurs, moi, les frictions que j'observe à l'heure actuelle entre cette vision peut-être plus traditionnelle et le droit de propriété, bien, veut pas, on vit de manière beaucoup plus rapprochée, donc forcément, il y a une friction entre les deux. Puis même au sein même de la communauté, bien, on peut voir aussi comme des frictions lorsque ces deux conceptions se rencontrent. Parce que d'un côté, on a une tradition où les objets matériels, ça demeure des outils. C'est des outils, puis on peut les prêter. C'est pas grave si mon voisin part avec ma pelle, c'est pas grave. Il en a besoin, il va venir la rapporter. C'est collectif. Exact, ouais. Exact. On met plus de l'avant le bien-être, je dirais, des personnes. C'est plus une question de justesse, je dirais. Tandis que du côté du droit civil, là, on a une autre conception, là où c'est plus facile peut-être de prendre des décisions par rapport à la gestion des biens de manière individuelle, même si collectivement, ça peut impacter négativement la société. C'est pas grave. Si l'État me donne le droit de faire ce que je veux avec mon bien, j'ai pas nécessairement à me poser des questions. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est éthique? La notion de bien commun est comme... Ouais. Plus, en tout cas, elle est moins directement impliquée. Là, en tout cas. C'est ça. Ben, juste le cas du théâtre La Tulipe, ça m'avait marqué, puis je l'ai présenté dans mon cours de droit des biens. Ah oui? Oui, sous l'aspect moral. Parce que le fait qu'une seule personne puisse avoir ce pouvoir au nom comme du confort personnel, on peut avoir toutes sortes de lectures, mais moi, je l'avais vu sous l'angle... de la propriété. Exact. Ah oui. Je ne suis pas certaine que le même enjeu aurait eu la même résonance sous un angle interne aux traditions juridiques autochtones. Cathy Bellefleur, un de vos apports dans votre enseignement, dans votre thèse de doctorat, c'est l'utilisation des images, la photo. Ça, c'est pas commun, je pense, dans le droit. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement la place des images, des photos, même des petites vidéos drones que vous captez? Oui. Comment vous utilisez ce matériel? Bien, en fait, la photographie est arrivée vraiment, je dirais, un peu comme un élément qui m'a reconnectée. C'est ça qui m'a reconnectée avec le côté pratique de vivre le territoire au lieu de simplement le lire puis de pas l'expérimenter. En fait, ça m'a été apporté par mon père et ses histoires. Puis c'est très particulier, j'ai envie de dire, la culture Innu, puis c'est pour ça que je la trouve aussi cool. C'est que c'est une sagesse, en fait, qu'on ne peut pas acquérir dans les livres. C'est une sagesse qui est très subtile, qui transforme, mais lentement, mais profondément. Puis les gens, chez nous, ne vont pas chercher nécessairement à imposer le savoir. Ils vont te montrer, mais pas directement. Puis c'est un peu ça, en fait, j'ai vécu. Puis quand je me suis dit, mon Dieu, mais je peux pas parler de la propriété puis arguer que les Inuits, on a une propriété si je ne montre pas le territoire, si je ne montre pas ce rapport au territoire, aux espaces, la manière dont il est vécu. Puis là, je me suis dit, mais j'ai mon médium, c'est la photographie. Puis à partir de ce moment-là, à chaque fois que je pouvais retourner en Natashquan, je partais avec mon père qui me montrait des endroits qui sont peu accessibles. Il faut vraiment les connaître. Puis ça m'a tellement... Comment dire, j'en avais déjà beaucoup, mais tellement rempli d'admiration pour ces anciens qui sillonnaient ces territoires-là, parce que je me suis retrouvée en mauvaise posture à quelques reprises, parce que je demeure une universitaire qui est trop dans son bureau. Que moins sillonner le territoire. Absolument, absolument. Puis ça, il faut le dire. Cathy Bellefleur, vous êtes également la première titulaire de la chaire de leadership en enseignement René Dussault sur l'inclusion des traditions autochtones
dans les programmes de formation en droit. En quoi est-ce important d'intégrer les traditions autochtones dans les programmes de formation en droit? Bien, en fait, quand j'ai été embauchée, bien mon poste était conjoint avec justement le fait que je deviendrais titulaire de cette chaire, qui est une merveilleuse opportunité. Puis d'ailleurs, tu sais, c'est quand même pas rien, là, tu sais, qu'un juge, qui est le juge du sceau, décide, OK, tu sais, c'est important à ce point, les traditions juridiques autochtones, qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe et qu'il y ait une titulaire autochtone. C'est important. Parce qu'on rappelle, René Dussault, c'est la commission Erasmus Oui. Dussault, c'est ceux Dussault. Absolument, absolument. Donc, la commission royale d'enquête, 1996. Oui. Puis même à titre de parenthèse, c'est ça qu'il avait dit, quand il a pris part aux travaux de cette commission-là, c'est ça qu'il dit, ça l'avait marqué, en fait, combien il y avait de l'ignorance volontaire, puis que le fait de viser justement les facultés de droit, moi, je trouve que ça fait plein de sens parce que c'est dans les facultés de droit qu'on forme les juristes, de demain et qu'on communique à titre de professeur les perspectives sur le droit. C'est quoi le droit, les normativités? Puis, d'ailleurs, je lisais un collègue du nom de Jeffrey Hewitt, mais lui, il remarquait que les facultés de droit, historiquement, ben, ce sont celles qui ont contribué à diffuser le colonialisme parce que les politiques telles que la loi sur les Indiens, l'application de ces politiques-là, si on remonte un petit peu plus loin dans notre histoire collective, ben, la loi sur les Indiens, elle ne s'est pas toujours appelée la loi sur les Indiens. Des fois, on est passé sur l'acte sur la civilisation graduelle des sauvages en la province du Canada. Puis il y avait, c'est des appellations qui sont des statements et des affirmations, somme toute assez crues, puis j'aurais envie de dire qui dénotent un mépris, là, carrément, du savoir autochtone, puis dans leur humanité. Puis là, c'était carrément une dénégation de l'existence même des normativités Innu, Atikamekw, bref, tout le monde y est passé. Puis pourquoi c'est important? Ben, je ferai du millage sur ce que ce collègue-là dit parce que je trouve que c'est vrai. Puis d'ailleurs, la Commission Vérité-Réconciliation a visé spécifiquement avec l'appel à l'action 28 les facultés de droit, comme quoi que c'est important qu'il y ait au cursus un cours obligatoire qui parle des premiers peuples et du droit, qui sensibilise aux réalités culturelles. Pourquoi? Bien parce que qui forme le droit d'aujourd'hui, c'est les juristes. Qui l'appliquent, les juges de demain, ben, ils sont là. Le droit, comment qu'il se forme, son avenir, pour moi, se joue sur les bancs de la fac de droit. L'impact social, ensuite, Absolument. de ces personnes-là qui vont dans la société, qui font du droit, qui peuvent devenir juges, qui peuvent... Absolument. C'est énorme. Ah, oui. C'est ça. Ah, oui. Parce que moi, je me souviens, puis là, c'est tout à fait anecdotique, pour illustrer un peu cette posture-là. Je me souviens, quand j'étais à Montréal, j'étais à la maîtrise, j'ai candidaté pour devenir auxiliaire de recherche à la Cour fédérale. Puis j'avais passé une entrevue avec un juge, puis j'en ai gardé un très mauvais souvenir parce qu'il m'avait dit de manière très condescendante, « Bon, j'ai vu que vous étiez autochtone. Bon, quelle nation? En tout cas, pour moi, c'est du pareil au même. » là. Puis, c'est un jeu. Oui. Cour fédérale. Puis la Cour fédérale, il y a plusieurs, je dirais, litiges en matière autochtone. C'est un forum privilégié. Puis je me dis, pendant longtemps, les facultés de droit ont été des acteurs du milieu juridique, mais du milieu social également, où l'on diffusait certaines idées sur, d'abord, il n'y a que l'État qui est légitime à produire des normes. Des normativités autochtones, on n'en parlait pas, ça n'existait pas. Puis j'aurais envie de dire que c'était carrément méprisé. C'était une compétence fédérale tout au plus.
Puis ça, c'est quelque chose, je dirais, que j'essaie de déconstruire dans le cadre de mes travaux. Je pensais que tu alliez dire décoloniser. De décoloniser. Déconstruire, c'est aussi un travail de décolonisation, non? Oui, oui, absolument. Puis ça, c'est la recommandation 50 qui appelle également, en tout cas, moi, je suis convaincue que 28 doit se lire avec 50, c'est-à-dire que autochtonisation doit aller de pair avec décolonisation, parce que autochtonisation, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on veut faire de la place sur le savoir autochtone, mais si c'est pas accompagné d'une décolonisation, c'est-à-dire d'un questionnement des structures, de comment enseigner et présenter le droit, bien, on risque en fait de seulement plaquer comme des généralités sur les premiers peuples sans nécessairement aborder le problème de peut-être que nos structures, on aurait intérêt à juste les regarder. On resterait dans l'univers symbolique. Exact. Ah oui. Vous évoquiez tout à l'heure les juristes de demain. Oui. On rêve, là. Oui. De quoi ont-ils l'air, ces juristes de demain? Ah, mon Dieu! Je dirais que j'en ai déjà rencontré des juristes de demain qui correspondent comme au modèle du juriste, que je me dis, waouh, j'ai de l'espoir. Ouais. Parce que, d'une part, j'adore mes étudiants. Puis, dans l'ensemble de mes cours, tant en droit des biens que dans mon cours de tradition en jeu juridique autochtone, je dirais que cette nouvelle génération-là apporte ses propres préoccupations, mais également, elles ont quelque chose que, du moins, moi, à mon époque, on n'avait pas. C'est une génération qui a besoin de comprendre les choses. Maintenant, ça suffit plus de dire, c'est ça, c'est tel article qui dit ça, donc tu fais ça. Ils ont besoin d'une raison. OK, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Moi, c'est quelque chose que je dirais que j'ai remarqué avec mes cohortes. Ils posent beaucoup de questions. C'est comme un peu, c'est comme pour réussir comme à appliquer, OK, mais dis-moi pourquoi, parce que ça me sert à rien, là. Sinon. Puis ça, je trouve que c'est tellement un réflexe qui est sain. Puis il questionne beaucoup plus, je dirais, les situations d'iniquité, les injustices, même en droit des biens, qui est un cours qui est assez, je dirais, rigide. À chaque fois, avec mes groupes, quand je leur présentais des situations qui faisaient davantage appel à la réflexion, les gens étaient au rendez-vous, les gens réfléchissaient. Puis, je pense que cette génération-là, ces juristes-là, c'est quoi son profil? Bien, clairement, il réfléchit. Il se voit plus que comme simplement un technicien qui applique. Puis, il est résilient. Il est capable, je dirais, de saisir la normativité de plus d'une tradition juridique. Puis ça, c'est pas évident, mais quand même, je vois en fait qu'on est rendu là avec plusieurs. Puis je dirais qu'il est créatif parce que, veut pas, même le marché juridique, j'emploie les guillemets, a changé également. Maintenant, c'est plus suffisant de simplement appliquer. Il faut savoir réfléchir, il faut savoir être créatif, trouver des solutions. Parce que c'est quoi le droit? Le droit, c'est... oui, c'est un outil, mais qu'on utilise afin de favoriser le bien-être de pas juste une partie de la société, mais de tout le monde. Puis je pense que le juriste est mieux placé, je dirais, comme pour concrétiser ces structures-là. Ah oui. Parce que c'est un artisan du droit. Ouais. Ce mouvement-là dans le milieu du droit aussi va probablement attirer davantage de personnes autochtones pour aller en droit. Oui, oui. Et ça va amener d'autres changements. Alors ça, c'est mon rêve. Oui. Je suis comme un peu mère poule. Quand je vois des étudiants autochtones, je suis comme « Ah, mon tout! » Puis ça me fait tellement juste plaisir parce que, je me dis, d'un côté, ils arrivent à un moment où est-ce qu'on a besoin d'eux. On a vraiment besoin d'eux. Les communautés ont besoin d'eux, mais encore là, il y a également un effet balancement parce que moi, c'est important également. Puis quand ceux qui viennent me voir, c'est un message que j'essaye de leur lancer. C'est comme, il faut que tu fasses ce que toi, tu veux. Comme, qu'est-ce qui te passionne? Comment tu veux?
tu veux pas nécessairement faire du droit autochtone, fais pas du droit autochtone. Tu vas avoir un impact sur ta communauté quand même. Les gens on est juste tellement fiers, comme à chaque fois qu'il y a des gens qui poursuivent leurs ambitions d'aller aux études, puis qui trouvent leur voie. Est-ce que c'est ça le but? Le but, c'est de trouver sa voie, puis de faire son chemin. C'est pas grave comment tu le fais, la vitesse à laquelle tu fais, c'est tu fais ton chemin. Ben oui. Puis tu changes le monde comme ça. Puis c'est un peu pareil, je dirais, pour l'ensemble de mes étudiants. Chacun a leurs propres enjeux, leurs propres recherches, leurs propres quêtes, afin de se découvrir à titre de juriste. Oui. Maintenant, un des seuls défis que je verrais pour les plus jeunes juristes autochtones, c'est qu'ils sont excessivement sollicités. À l'heure actuelle, on parle beaucoup des réalités autochtones, puis on veut leur faire de la place, mais d'un autre côté, ça s'accompagne, il y a encore peu de personnes. Donc une pression, j'imagine. Oui. Puis ça, je les vois aller, puis c'est pour ça que j'essaye aussi comme de leur laisser l'espace, comme juste pour faire le cheminement, mais c'est pas tous les organismes. Il y a beaucoup de bonne foi, on veut faire de la place, mais en même temps, on peut produire un contre-effet qui est comme de les écraser, parce que pourquoi ils sont à l'université? Ben, c'est pour faire un bac, c'est pour étudier. C'est encore là. Ouais, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose que, il y a quelques années, j'aurais pas pensé observer ce phénomène-là. Mais d'un côté, je me dis, bon, ça va finir par se stabiliser. Puis je vois de plus en plus comme de candidats bacheliers au bac en droit. Puis ça fait toujours plaisir. Je dis, yes! Mais oui. Éventuellement, en fait, souvent des artistes autochtones aussi vont dire, ben, OK, oui, je suis autochtone, mais je suis avant tout artiste. Absolument. Donc, j'aimerais ça un jour qu'on parle de mes créations sans nécessairement toujours faire référence à mon identité autochtone. J'imagine pour les juristes, ça va être un peu la même chose. Donc, que leur terrain de jeu soit large et que ce ne soit pas seulement parce que tu es juriste autochtone, il faut que tu fasses du droit autochtone. Absolument. De vraiment pouvoir... C'est ça, c'est comme revenir un peu à l'humanité. Ça revient un peu à mon monologue plus tôt sur le territoire. Au final, on demeure des humains, puis tout le monde cherche ses propres réponses. Puis, le fait d'être autochtone, c'est un bagage qui est riche, mais également, c'est une partie de notre identité qui est forte. Mais comme pour tout être humain, la complexité de l'identité, ça repose sur plusieurs facteurs. Ouais, c'est important, en fait, de la vivre pleinement, c'est ça. C'est plutôt que d'avoir l'impression d'être tokenisé ou bien d'être brandi un peu. Ah, ben voilà, on a un tel, donc on coche une case. C'est ça. Oui. Cathy Bellefleur, ça a été un plaisir. Tsinishkemiten, vraiment, j'ai appris énormément au fil de cette discussion. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à Cathy Bellefleur, professeure adjointe en droit civil à la faculté de droit de l'Université Laval et membre de la communauté Innu de Nutashquan, pour cette réflexion lumineuse sur son parcours et ses recherches. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée, de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.